On va partir sur un autre terrain de la guerre en Ukraine. Après l'annonce de la fin de l'offensive militaire, Volodymyr Zelensky continue de détailler, on va le voir ensemble, la suite de cette guerre, un nouveau grand projet pour le pays. Il demande aujourd'hui à son armée de ne plus avancer, mais de rester sur ses positions, de les fortifier même. Pour lui, l'essentiel n'est plus d'attaquer, je cite, l'Ukraine doit aujourd'hui se préserver. Zelensky, qui hier a admis, pour la première fois d'ailleurs, que certains territoires occupés par les Russes, comme le Donbass, là la tâche sera beaucoup plus difficile, voire impossible, faute à une population hostile. Alors début de renoncement ou réalisme, on va en débattre avec nos invités. Pour le moment, on écoute le président ukrainien. Je pense que le Donbass sera plus compliqué à reprendre que la Crimée, c'est mon avis. Nos partenaires m'ont dit un jour qu'il nous serait presque impossible de récupérer la Crimée et très difficile de reprendre le Donbass. Mais l'on parle d'humains. Et les territoires reviennent quand même avec les gens qui y sont. Et si les gens ne le veulent pas, alors c'est très difficile. Je pense que le Donbass est mentalement plus difficile à récupérer parce qu'il y a une prise directe avec l'occupation. Il n'y a pas eu de combat en Crimée. C'est pourquoi je pense que la Crimée nous attend avec impatience. Bien sûr, le Donbass nous attend aussi, mais ce sera plus difficile, car une grande partie de ce territoire a été occupée et militarisée à outrance. Les gens sont sur la ligne de contact. Alors, avant de tous vous entendre, on va tout de suite retrouver Hélène Bonnet, Vincent Wartner, qui sont à Odessa, en Ukraine. Bonjour à tous les deux. Hélène, comment interpréter les propos du président ukrainien? Est-ce qu'il faut les replacer dans ce contexte difficile que traverse l'Ukraine en ce moment? C'est vrai que le président Volodymyr Zelensky nous a plutôt habitués à d'autres déclarations. Le Donbass, c'est l'Ukraine. Voilà ce qu'il a souvent répété. Cette fois, il explique que ça sera très compliqué de récupérer cette région. Et quand on se rend sur place, on comprend pourquoi. Le Donbass est en guerre depuis 2014. Les populations ukrainiennes qui vivent là-bas sont soit pour certaines décédées, soit d'autres ont dû partir au fil des années à cause de la dureté des combats. Et ça sera très compliqué pour ces populations de revenir s'installer. Certaines ont tout perdu et des zones dans cette région sont entièrement dévastées. Et puis il y a une autre réalité que l'on constate aussi au cours de nos reportages, c'est que les populations qui sont encore présentes vers la ligne de front, elles attendent les Russes. Elles ne veulent pas forcément du pouvoir ukrainien et c'est cette réalité que semble reconnaître en quelque sorte Volodymyr Zelensky. Ce qui est intéressant aussi dans ses propos, c'est qu'ils interviennent dans un certain contexte. L'armée ukrainienne est en difficulté sur plusieurs parties du front Est et notamment dans la ville d'Avdiivka, cette ville industrielle au nord de Donetsk. Les militaires, eux, ne cessent de dire qu'il manque de soldats et le président lui-même parle de renforcer les lignes de défense. S'il faut les renforcer, c'est qu'elles sont fragiles. Ça signifie aussi que la guerre sera longue. Ça, les Ukrainiens semblent l'avoir compris. La petite nouveauté, c'est que le président ukrainien semble préparer les esprits à ce qu'il faille faire des concessions à l'avenir, des concessions pour obtenir, à défaut de la victoire, au moins la paix. Merci beaucoup Hélène, merci à Vincent Wartner qui vous accompagne, très intéressante analyse de notre équipe sur le terrain. Aurélien, on y vient? On disait réalisme, fatalisme. Réalisme de la part de Zelensky, après presque 2 ans de guerre. J'ai envie de dire, on y revient parce que c'est vrai qu'on était habitué depuis plus d'1 an déjà à un discours qui était justement pas de concession. J'irai me baigner en Crimée à l'été prochain. Nous reprendrons non pas juste aux frontières de 2014, mais à celles de 1991, l'indépendance de l'Ukraine. Donc c'est vrai que tout ça, ça tranche et en plus c'est à mettre en relation avec ce qu'on voit depuis ces derniers mois, c'est-à-dire de plus en plus, par exemple, des analystes américains qui, il y a 1 an, disaient aucune concession. Le fait de parler de négocier pousse Poutine à aller encore plus loin, qui aujourd'hui disent il faudra un compromis territorial. Mais j'ai envie de dire, on y revient. Pourquoi? Parce que d'une part, dans les toutes premières semaines de l'invasion de l'Ukraine, il y avait ces fameuses négociations qui ensuite ont pris fin, mais qui parlaient par exemple du statut de la Crimée. Oui. Il n'y avait pas l'idée, par exemple, de lâcher la Crimée à la Russie, de reconnaître un fait accompli d'annexion, mais à minima de négocier son statut, voire de la neutraliser.
c'est pour ça que je dis on y revient. Et si on remonte encore plus loin, je ne vous ai pas de tout l'historique, mais souvenez-vous que 2019, quand Zelensky avait été au fameux format Normandie, avec François Hollande, Angela Merkel et Poutine pour parler de la situation dans le Donbass, il y avait quand même déjà la presse ukrainienne et l'opposition de l'ancien président Poroshenko qui disait Zelensky, ce traître, va lâcher le Donbass. Et effectivement, Zelensky avait donné des gages sur le mode regardez, la plupart des pro-ukrainiens sont partis et ceux qui restent sont pro-russes. Et puis enfin, très brièvement, ça revient de loin parce que la révolution orange de 2004, on voyait déjà que ceux qui voulaient faire sécession, c'était encore plus dans le Donbass qu'en Crimée, ceux qui disaient on n'est pas ukrainien, on est russe, on est russophone et notre patrie c'est la Russie. Jean de Guignassi, il va lâcher le Donbass, là, vous le sentez comme ça, de par ce qu'Aurélien aussi a dit, et de par ces Ukrainiens, ces pro-Ukrainiens qui sont partis d'ailleurs depuis le début de la guerre, où il ne reste beaucoup en majorité que des pro-russes. Bien sûr, tout dépend du sort des armes, mais il est clair que le Donbass, et malheureusement pour lui, comme la Crimée aussi, c'était dans les accords de Minsk, parce qu'on peut remonter encore plus loin, les accords de Minsk. Dans les accords de Minsk, le Donbass était rattaché à l'Ukraine, mais dans une situation d'autonomie telle qu'en fait c'était une quasi-indépendance. Et la Crimée, il n'y a pas un mot dans les accords de Minsk, comme si on endossait en quelque sorte l'annexion par la Russie. Donc en fait, on revient à la case départ. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour Zelensky, qui a incarné formidablement le désir de survivre de l'Ukraine et la patrie ukrainienne. Mais c'est très difficile pour lui parce que la question se pose, si on doit revenir à la situation des accords de Minsk en 2015, ou à celle du 30 mars 2022, qui était à peu près équivalente, entre-temps, il y a eu 50 000 morts. Pourquoi ? Donc c'est vrai que c'est difficile. Hélène Monet le disait, dans le but de parler, dans le but de négocier. Est-ce qu'aujourd'hui, Zelensky fait un constat amer et réduit la voilure parce qu'il va falloir vendre quelque chose à un moment ? Parce que l'armée, on va en reparler dans quelques temps, piétine, va plutôt mal sur différents fronts, mais qu'il a une population aussi qui dit que presque 2 ans de guerre, c'est long, trop long. Clairement, il est aujourd'hui dans une situation où le rapport de force n'est pas favorable. La contre-offensive initiée début juin, ça a été longuement commenté, a eu un bilan en termes de nombre de morts important, mais n'a pas permis de reconquérir énormément de territoire. Ça a été une déception qui a été reconnue par le chef d'état-major des armées. Lui-même a dit, c'était fini, on ne parle plus de contre-offensive, aujourd'hui on s'enterre. Et effectivement, l'idée, c'est donc d'où l'annonce de ce passage à un mode défensif. Donc il y a cette variable rapport de force. Il y a une variable temporelle qui est intéressante. Et la variable temporelle, c'est la suivante. La Russie joue la montre. La Russie sait que si jamais... de toute façon, c'est une guerre de position. Une guerre de position, qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport de force qui met en opposition une capacité de production et un potentiel humain. En nombre d'hommes. La capacité de production, elle est plutôt à l'avantage de la Russie, tout simplement parce qu'une bonne partie de ses productions ont plutôt augmenté. Ça, c'est le New York Times qui l'avait appris il y a 2 mois. Et donc, en termes humains, on le savait dès le départ de la guerre qu'il y a un rapport de population de 1 à 3 à 1 à 3,5. Donc, on n'est clairement pas sur ce... Donc, cette variable temporelle, elle nous amène à poser la question, est-ce que Volodymyr Zelensky annonce en quelque sorte se mettre sur la défensive en se disant que de toute façon on arrivera difficilement, et ça il y a déjà plusieurs personnes qui le reconnaissent, etc., à reprendre ce territoire. Est-ce que c'est un début de concession territoriale, ou est-ce qu'il est dans l'espoir que, en annonçant qu'il va barricader son territoire, il pousse la Russie à agir tout de suite, c'est-à-dire la Russie en quelque sorte à lancer une offensive avant qu'elle soit réellement prête. Et c'est peut-être ça qui est en train de se jouer. Grosso modo, du côté du président russe, on peut faire le calcul que si les courbes se poursuivent, si l'épuisement, l'attrition se poursuit, et si aux États-Unis on a un autre président, alors la situation et le rapport de négociation ne sera plus du tout le même, et la Russie sera en bien meilleure position de négociation. Poutine peut dire aussi que les fruits sont mûrs. Si Zelensky commence à lâcher, s'il donne des ordres à son armée de ne plus avancer, mais de se fortifier, mais même le pays, on va y revenir. Il dit que le pays, aujourd'hui, doit se fortifier. On verra. Il y a pas mal d'exemples, d'ailleurs, que l'on va vivre ensemble. Mais voilà, Poutine peut se saisir de l'occasion. C'est-à-dire que son ennemi, aujourd'hui, met un genou à terre avant lui. Poutine n'a jamais attendu que Zelensky reconnaisse que la situation est difficile pour dire que lui-même était en position de force. Moi, j'aime bien votre commentaire qui est qu'on sait tous que si la Russie pose des armes aujourd'hui,
si l'Ukraine pose des armes, le rapportant, il est en faveur de la Russie. Et donc, effectivement, aujourd'hui, en lançant leur contre-offensive, les Ukrainiens se sentent eux-mêmes en difficulté. Parce que quand on attaque, on est en difficulté. Et en forçant les Russes à contre-attaquer, ils vont peut-être essayer de reprendre le rapport de force. Quelque part, ils sont en meilleure position pour défendre que pour continuer leur attaque. Après, concernant la population, ce que vous avez dit est vrai, il y a autre chose aussi. Dans les territoires occupés, il y a la mainmise des Russes qui contraignent la population, parfois à de la délation, qui s'en prennent... Oui, il y a une russification dès le départ. Et c'est difficile, lorsque vous vivez dans un territoire qui n'est pas démocratique, où les Russes ont le pouvoir, c'est difficile de continuer à soutenir les Ukrainiens. Parce que si vous vous souciez de votre famille, vous pouvez être très rapidement mis en difficulté.